on entre directement dans le vif du sujet. Donc, le commerce international face au Covid-19, on a remarqué pas mal de dysfonctionnements ces derniers jours, notamment une dépendance européenne face à de grands marchés, à de grands lieux de production comme la Chine, l'Indonésie ou la Malaisie, notamment pour les médicaments et les produits sanitaires. On observait de grands gâchis alimentaires incroyables aux États-Unis où des producteurs laitiers déversent des tonnes de lait parce qu'ils ne peuvent pas le vendre ailleurs dans le monde. Donc alors qu'on parle parfois de famine et de pénurie dans d'autres parties du monde. On observait une fatigue des transporteurs qui doivent répondre à beaucoup de besoins très, très rapidement, surtout à une période où des produits issus de la mondialisation arrivent chez les consommateurs grâce à ou à cause des plateformes de vente type Amazon. Et en même temps, on a observé aussi un essor du circuit court et un retour à des fondamentaux de la part de certains citoyens qui ne veulent plus consommer comme on consommait avant. Donc, une situation complexe et un recul du commerce international de 13 à 32%. 13%, c'est la version optimiste et 32%, la version pessimiste. Donc, face à cette situation, face à ces constats, est-ce que vous pensez que la réponse de l'Europe, tant des pays européens que des institutions européennes, a été à la hauteur? Et quel est votre avis sur cette situation? Bonjour à tous, merci beaucoup de l'organisation, ravie d'être avec vous dans ce format un petit peu particulier pour parler donc, de la crise du Covid-19 et de l'impact sur le commerce international. Votre constat, vous avez mis en exergue les dysfonctionnements qu'on constate dans de nombreux secteurs. Je vous rejoins totalement sur le fait que, effectivement, la situation qu'on traverse, elle nous démontre notre dépendance vis-à-vis de la Chine, qui est devenue un acteur international incontournable. Si je prends des chiffres précis, en 2002, la Chine, elle représentait 4% sur la scène internationale sur les produits manufacturiers. Maintenant, elle en représente 20%. Donc, on voit bien le rôle qu'elle a pris sur la scène internationale. Et son rôle, ça a entraîné la situation qu'on voit sur la pénurie qu'on traverse au sein de l'Union européenne. Je pense qu'aucun des États membres de l'Union européenne et globalement la Commission aussi avait envisagé une telle situation, avait envisagé l'ampleur d'une telle crise, et même pas la Chine d'ailleurs, si on fait un petit retour en arrière, qui en janvier appelait à l'aide à l'Union européenne, qui lui livrait des masques également. Donc, cette situation, elle nous démontre, et vous avez évoqué différents secteurs, toutes les problématiques aussi autour de nos chaînes d'approvisionnement, qui sont beaucoup trop complexes. Et là aussi, on n'imaginait pas, je pense, l'ampleur de cette complexité. Donc, pour vous répondre sur est-ce que l'Union européenne, elle a été à la hauteur, je pense que, bon, moi, je vais me focaliser sur le volet commercial. Je ne vais pas revenir sur la réponse sanitaire ou la réponse économique, parce que là, je pense que c'est un autre débat. Et pour moi, on n'est pas suffisamment à la hauteur, notamment sur la gestion de crise sanitaire, mais aussi sur ce qu'on envisage pour le plan de relance. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin et il faut qu'on arrive à pousser le Conseil avec des positions beaucoup plus ambitieuses. Mais sur le volet commercial, en tout cas, je pense que là aussi, il y a véritablement à réformer notre politique commerciale, où on doit avoir une politique qui soit beaucoup plus une politique de régulation. La politique commerciale, bien évidemment, elle a un rôle central en matière économique, mais elle doit pas que avoir ce rôle-là, elle a un rôle pour moi géopolitique. La Commission européenne, justement, elle voulait avoir ce rôle géopolitique. Et la politique commerciale, c'est un levier pour pouvoir mettre en place une vision géopolitique et que l'Union européenne elle ait véritablement un rôle de leader sur la scène internationale. Et à mon sens, là, sur le fait que la politique commerciale doit devenir une politique de régulation, c'est-à-dire qu'à travers elle, on doit lutter aussi contre les distorsions de concurrence sur la scène internationale, qui existent aussi au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on doit aller beaucoup plus loin sur le respect de nos normes. On a des distorsions de concurrence sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan fiscal, sur le plan social, et il faut que notre politique commerciale mette fin à ces distorsions de concurrence.
Pour la suite, à mon avis, là aussi où également il faut qu'on travaille pour éviter justement cette dépendance et ce constat que vous avez rapidement dressé, c'est il faut qu'on identifie des secteurs stratégiques où justement on veut sortir de cette situation de dépendance. On ne peut pas être dépendant d'acteurs tels que la Chine ou même d'autres États. Bien évidemment, il y a la question de la santé, et cette crise nous le démontre. Et puis, plus globalement, en matière de santé publique, j'y mettrai aussi la question de l'alimentation, parce que pour moi, c'est aussi une question de santé publique. C'est aussi, bien sûr, la question agricole, une question sur la gestion de nos territoires énormément, mais c'est aussi une question de santé publique au travers de l'alimentation. Et puis, il y a toutes les questions de défense, de recherche, où là aussi, l'Union européenne doit véritablement garantir notre souveraineté européenne. Donc, il y a des choses qui ont déjà été faites par la Commission européenne sur ce secteur-là, notamment Phil Hogan en a parlé dans la dernière audition qu'on a fait sur le contrôle des investissements étrangers. Mais là aussi, pour répondre précisément à votre question sur l'Union européenne, l'action de l'Union européenne est-elle suffisante? Moi, je pense que justement sur ce sujet-là, et on aura l'occasion ensuite d'aborder les autres sujets, la réponse de la Commission, elle n'est pas satisfaisante à l'heure actuelle. Merci pour votre invitation. J'espère que vous êtes toutes et tous confinés agréablement, en tout cas dans des conditions décentes. Moi, je reviens tout de suite sur votre question. Je ne crois pas qu'il s'agit de dysfonctionnement. Je crois au contraire que la crise révèle un fonctionnement. Et ce fonctionnement, c'est celui qui est lié à ce qu'on a appelé la mondialisation libérale, qui est fondée sur le libre-échange généralisé dans toutes les sphères de la vie économique. Et donc, je ne crois pas qu'il faille parler de dysfonctionnement. Je pense que la crise révèle au grand jour un certain nombre de problèmes que nous avons été nombreux à droite et à gauche à soulever ces dernières années, mais qui n'avaient pas obtenu de réponse satisfaisante depuis au moins une décennie. La première chose que ça révèle, c'est évidemment alors, ce que Mme Védrenne vient d'appeler des chaînes d'approvisionnement complexes, des chaînes de valeur complexes, mais ça, c'est intimement lié à la nature du capitalisme transfrontalier, libéral, qui consiste à dire que ce qu'il faut rechercher avant tout, c'est le moindre coût. Et donc, il y a un certain nombre de productions, en Europe et singulièrement en France, depuis 2 voire 3 décennies, qui ont été abandonnés avec vraiment un désastre industriel dans certains pays, dont la France, au profit de pays très loin, mais qui produisent avec évidemment un coût de main-d'œuvre extrêmement faible. C'est vrai dans le secteur textile, qui a été ravagé à la fin des années 80, au début des années 90, mais c'est vrai aussi dans toutes sortes de secteurs, dont le secteur sanitaire et médicamenteux, parce que on ne peut pas dire, oh là là, mais on découvre tout d'un coup que nous n'avons quasiment plus de produits actifs en Europe et que nous sommes totalement dépendants de la Chine. C'est quand même quelque chose qui s'est fait progressivement et c'est le résultat d'une politique. Et ces politiques, c'est des dirigeants d'un certain nombre d'États membres, mais aussi de l'Union européenne, mais aussi de la Commission, qui ont considéré qu'il valait mieux faire produire par d'autres à un coût moindre des produits dont on découvre aujourd'hui qu'ils sont absolument essentiels à notre vie. Ce n'est pas seulement à notre économie, c'est à notre vie. Et donc, je prends l'exemple des médicaments, par exemple. Aujourd'hui, 80 à 85% des médicaments sont fabriqués, surtout les génériques, en Inde et en Chine. Et on se rend compte que dans le cas précis d'une pandémie, ça peut nous poser de gros problèmes. Mais il n'y a pas que les médicaments. Les masques, les surblouses et même les respirateurs ont en grande partie été délocalisés. Mais cette délocalisation, c'est le résultat d'une politique. Donc, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Il y a autre chose que vous n'avez pas soulevé, mais qui me paraît essentiel, c'est que l'intensification des échanges commerciaux depuis 20 ans a eu des effets concrets sur la biodiversité et sur notre environnement. Tout le monde s'interroge sur le lien entre la pandémie et l'environnement. Ce qui est évident, c'est que la déforestation, la destruction de la biodiversité se traduit par un accroissement des virus venus de la vie sauvage qui sont contractés par l'homme. Mais là non plus, ce n'est pas quelque chose que nous découvrons.
À chaque fois qu'il y a eu des traités de libre-échange signés par l'Union européenne ces dernières années, nous avons été un certain nombre, sur tous les bancs, à dire qu'il y avait un risque de déforestation importée. C'est-à-dire, par exemple, quand vous fixez un objectif, prenons l'exemple très concret du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, c'est-à-dire une partie de l'Amérique du Sud, et qu'on leur dit, vous allez pouvoir exporter en Europe beaucoup plus de soja, beaucoup plus d'huile de palme, beaucoup plus de bovins. Ben, qu'est-ce que font les pays en question? On parle notamment du Brésil. Ils sont obligés de détruire une bonne partie de l'Amazonie pour qu'on ait des champs qui soient susceptibles d'absorber ce surcroît de production. Donc là aussi, il y a une logique intrinsèque au système qui aboutit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Alors, vous demandez, est-ce que, alors, et ça vaut pour les médicaments, vous avez soulevé la question de l'alimentation, notamment du gâchis alimentaire. Et là, c'est un sujet absolument fondamental qui concerne tous les pays occidentaux, parce que je rappelle qu'en Union européenne, le gâchis alimentaire, c'est 40%. C'est 40% de la nourriture qui est jetée. Mais en même temps, et c'est là que je note, moi, une contradiction, un double langage, une hypocrisie. Vous avez l'Union européenne qui ne cesse de signer des accords commerciaux avec d'autres continents, quelquefois très éloignés, consistant à importer toujours plus davantage de nourriture. Donc on a cette contradiction. Vous parlez de la réponse de l'Europe. Alors oui, c'est vrai, M. Hogan nous dit il a pris des dispositions, notamment pour tout ce qui est matériel médical. Et il y a un acte délégué de la Commission qui dit on va limiter l'exportation de produits essentiels pour notre vie sanitaire, notamment les masques. Mais dans le même temps, et c'est là que c'est un paradoxe insupportable, dans le même temps, qu'est-ce qu'il a annoncé hier, M. Hogan, qu'ils sont en train de finaliser un accord de libre-échange avec le Mexique. Mexique qui fait partie de l'ALENA, dont on sait clairement quelles vont être les conséquences pour l'économie européenne, mais surtout pour l'économie mexicaine. Au moment où on se parle, la Commission continue à négocier un double accord de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande? On leur propose de doubler leur importation de lait et d'ovins, alors même qu'en Europe, nous connaissons une crise de surproduction laitière. Donc vous parliez de gâchis alimentaire, mais vous voyez bien que c'est inscrit dans le système même. Et donc il faut tout revoir, aussi bien dans la production que dans les modes de consommation. Mais pour ça, il faut avoir le courage, avoir l'audace de remettre en cause radicalement un système économique qui manifestement ne fonctionne pas, mais en plus crée de la désespérance, du chômage. Donc il y a, et j'en finirai par là, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire d'urgence. On parle beaucoup de relocalisation. Mais la relocalisation, vous savez, ça va prendre, pour avoir un appareil industriel productif qui nous permette de reproduire des choses essentielles, ça prend du temps. Hein, donc il faut des investissements publics et donc revenir sur un certain nombre de règles budgétaires qui sont désuètes, dépassées. Mais en attendant, il faut prendre des décisions qui me semblent évidentes. Et par exemple, il faut arrêter les négociations des traités de libre-échange avec des pays qui sont à 10, 15 000 kilomètres de nous au moment où on connaît une telle crise. Et enfin, je vous donne un dernier exemple de ce qu'il faudrait faire maintenant tout de suite, au moment où on a des pays, vous l'avez souligné, qui sont confrontés à des situations de quasi-famine. Première chose que devrait faire l'Union européenne, c'est par exemple ne pas appliquer les sanctions que les États-Unis nous obligent à appliquer envers des pays qui connaissent de très graves difficultés. Je pense à l'Iran, par exemple. Je pense au Venezuela, je pense à Cuba, je pourrais citer d'autres pays aujourd'hui où nous sommes totalement à la remorque des Américains. Il n'y a aucune indépendance, parce que Mme Védrine évoquait la géopolitique, on est en plein dedans, il n'y a aucune indépendance diplomatique de l'Union européenne qui fait qu'aujourd'hui on a des peuples qui souffrent. Pourquoi? Parce que M. Trump, ou avant lui M. Obama, ont décidé que ces peuples devaient souffrir. Donc, ce qui est intéressant dans le débat qu'on a, c'est que vous voyez bien que ça ne concerne pas que le commerce en réalité. Ça interroge nos soucis de faire une Europe qui soit indépendante, autonome et autosuffisante dans un certain nombre de secteurs économiques. On en est loin, et pour ça, il faut avoir le courage de rompre avec certaines politiques. Ça n'est pas, pour l'instant en tout cas, le chemin que prend la Commission européenne, pas plus d'ailleurs que le Conseil. Merci. On va passer à la question de Bénédicte du Créant, donc Europe Direct Normandie Vire, pour ensuite avoir les questions du public. Bonjour à tous. Donc, en tant que Centre Europe Direct, nous, on est souvent interrogés sur des questions très terre-à-terre par les citoyens.
c'est bien normal. Et Monsieur Morel, vous avez parlé justement des masques. Et très récemment, ce produit de première nécessité, il a été mis à jour une fraude justement de masques venant d'un pays tiers avec un marquage CE. Cette fraude a été découverte grâce justement à la vigilance des citoyens et qui ont pu s'informer. Est-ce que vous pouvez, l'un et l'autre, nous dire justement comment l'Union européenne lutte contre ces fraudeurs? Et l'autre point, ces produits, donc, comme vous l'avez signalé aussi, Monsieur Morel, c'est vrai, sont produits ailleurs. D'autres producteurs, justement, se lancent sur ces marchés-là et ont besoin de ce marquage CE. Et donc, il y a certaines procédures à respecter. Est-ce que l'Union européenne envisage d'accélérer les procédures tout en gardant la fiabilité pour les consommateurs? Il y a 3 questions très importantes qui viennent d'être soulevées par Madame Feugère. Première question, vous avez parlé des masques avec une fausse mention CE. Ça soulève quelque chose qui est une des plaies aujourd'hui du commerce international, c'est la contrefaçon. La contrefaçon qui est à 90% asiatique, qui représente des sommes colossales. Moi, j'ai eu une réunion avec des représentants américains sur le commerce international. Ils estiment que la contrefaçon dans le monde, c'est plus de 500 milliards de dollars. Donc, c'est colossal. Il se trouve que là-dessus, sur la contrefaçon, l'Europe n'a pris aucune initiative digne de ce nom. Pourquoi ? Parce que, d'abord, et là, ça concerne aussi les États membres, on a un problème sur la lutte contre la fraude, c'est qu'on n'a quasiment plus de fonctionnaires pour le faire. Hein. Donc là, il y a une priorité budgétaire qui doit absolument voir le jour. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur la production locale. Parce que vous avez dit, il y a aujourd'hui des entreprises qui se remettent à la production locale, notamment de choses comme les masques. Je pense qu'il faut remettre en cause un des points les plus importants de la doctrine européenne, qui est l'interdiction des aides d'État. C'est-à-dire qu'il faut que les États membres puissent soutenir, subventionner les entreprises, surtout quand elles se mettent à produire des produits d'intérêt général dont nous manquons et qui sont très importants si nous voulons réussir progressivement à arriver à l'autosuffisance européenne. Donc déjà, remise en cause des aides d'État. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est ce qu'a fait le Conseil. Oui, mais elle l'a fait pour quelques mois. Moi, je considère que c'est sur un processus beaucoup plus long et qu'il faut revenir sur cette idée de concurrence libre et non faussée, qui serait une sorte de principe parfait, parce qu'on voit bien que ça dysfonctionne, en l'occurrence, dans un certain nombre de pans de la vie économique. Donc déjà, il y a la question des aides d'État. Et une autre question que vous avez soulevée qui est absolument fondamentale, c'est l'accélération des procédures. Aujourd'hui, on a des procédures qui sont trop lourdes, trop complexes, trop difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il faut remiser notre ambition et notre exigence en termes de normes. Ça veut dire qu'il faut débureaucratiser un certain nombre de procédures européennes, mais aussi nationales. Parce que quand on prend l'exemple de la France, là, pour le coup, c'est la double peine. C'est-à-dire que vous avez non seulement les formulaires totalement délirants de la Commission, mais vous avez en plus l'administration française dont le zèle est connu. Madame Bedrenne, est-ce que vous voulez réagir Oui, je veux bien réagir à la question de Madame Feugère et puis au propos de Monsieur Morel. Je partage son avis sur la question des contrefaçons, où effectivement c'est un drame pour l'Union européenne. Moi, je me souviens au début de mon mandat, j'avais rencontré notamment les représentants de l'entreprise BIC, qui est aussi sur mon territoire. Et ils me faisaient part justement de toutes les contrefaçons sur les briquets et les conséquences que ça avait après en termes justement de santé. Et tout l'impact après derrière aussi sur le système de sécurité sociale, etc. Et bien évidemment, il y a un vrai travail à faire pour lutter contre la façon. Et là aussi, je vais être d'accord avec M. Morel, du coup, ça veut dire qu'il faut donner les moyens aux douanes de pouvoir exercer ces contrôles, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est aussi pour ça qu'au Parlement européen, à chaque fois, moi j'ai interpellé Phil Hogan sur le rôle du Chief Trade Enforcement Officer, qui justement doit contrôler, doit être cette part au sein de la Commission européenne, cette unité qui contrôle aussi les produits qui rentrent sur notre marché intérieur. Pour ça, il faut qu'il y ait des moyens suffisants pour pouvoir le faire. Et pareil, je pense que
au travers de cette question sur la contrefaçon, c'est véritablement assurer la sécurité des consommateurs. Donc, c'est essentiel. Et puis, il y a un autre axe, pour moi, qui peut être intéressant, c'est toute la question des indications géographiques. Parce qu'on a toujours en tête nos indications géographiques agricoles, mais il y a aussi des indications géographiques non agricoles. Donc, au travers de ces indications, c'est aussi protéger notre savoir-faire. Merci beaucoup. On va prendre des questions des spectateurs. Sera-t-il indispensable de modifier les traités déjà signés par l'Union européenne? Et nous avons une seconde question. Où placer le curseur dans l'intérêt de l'Union européenne entre démondialisation, impossible et non souhaitable, et le toujours plus de libre-échange, incompatible avec la lutte contre le changement climatique, les valeurs et les droits sociaux? Et pendant que vous répondez, je regarde parce qu'on a une réaction sur Facebook. Et donc, je vous laisse répondre le temps de lire la réaction sur Facebook. Monsieur Morel est figé. Je ne sais pas s'il y a un problème de connexion. Mais je laisse d'abord Madame Vedren répondre et on verra si… Promis, ce n'est pas moi qui ai figé Monsieur Morel, ce n'est pas moi qui l'empêche de parler. Donc, pour répondre aux questions qui ont été posées sur les traités qui ont déjà été conclus par l'Union européenne. Je pense qu'effectivement, à l'heure du Covid-19, il faut qu'on revoie, et on l'a déjà esquissé, notre politique commerciale. Et pour moi, j'en avais parlé déjà dans mon groupe politique et il va y avoir un rapport d'initiative sur le commerce face au Covid-19. Je pense qu'il faut effectivement qu'on revoie certaines choses. Et c'est en lien un peu avec la deuxième question, où mettre le curseur entre démondialisation et libre-échange. Moi, je pense qu'on ne peut pas être dans une logique de démondialisation et on ne peut pas non plus être dans une logique de libre-échange. Il faut trouver un juste équilibre. Parce que dire qu'on arrête le commerce, c'est aussi, je pense, ne pas être satisfaisant. Parce que, justement, c'est M. Morel qui l'a dit aussi tout à l'heure, pour pouvoir mettre en place ces relocalisations, pour construire notre politique industrielle, il va falloir du temps. Et pendant ce temps, il faut aussi qu'on mette notre politique commerciale à profit. Parce que la politique commerciale, c'est aussi un emploi sur 6 dans l'Union européenne. Et je crois qu'il ne faut pas oublier de le dire. Mais c'est ce que je disais pendant le premier temps où, sur l'exposition un petit peu des dysfonctionnements que vous avez relevés. C'est comment, justement, au travers de notre politique commerciale, on arrive véritablement à construire de la régulation. Comment on arrive à faire en sorte que nos normes sociales, environnementales, fiscales soient exportées au travers de nos accords de libre-échange, mais que je n'aime pas appeler libre-échange, parce que pour moi, justement, ils doivent être vraiment des accords de régulation. Sur Facebook, du coup, à Madame Vedren, puisque c'est une question qui est intéressante, sur les territoires transfrontaliers qui sont les plus touchés avec les métropoles par le coronavirus. Ces territoires sont des laboratoires de la privatisation de la santé. Pourtant, l'Union européenne a une compétence d'appui en la matière et peut donc encourager la construction d'hôpitaux transfrontaliers. Donc, est-ce que, Madame Vedren, puisqu'il n'y a plus que vous pour l'instant, est-ce que vous êtes favorable à ce que les fonds Interreg soient utilisés pour financer de tels projets? On a vu quand même une coopération transfrontalière se mettre en place pendant la crise. On a vu des patients français qui ont été en Allemagne, etc., sur l'Italie, des patients italiens venus en France. Donc, on a une coopération qui s'est dessinée justement à l'échelle transfrontalière. Et le programme Interreg auquel vous faites référence, justement, il doit encourager cette coopération transfrontalière. Parce qu'on le voit bien, le repli national, surtout face à un virus qui ne connaît pas les frontières, n'est pas la solution. Donc, la coopération transfrontalière dans des zones de forte densité, elle est justement encouragée pour tenir compte en fait des bassins de vie et non pas d'une frontière qui n'a aucun intérêt pour répondre aux situations auxquelles on fait face. Donc oui, favorable à ce que Interreg puisse permettre de répondre à une situation d'urgence. Et d'ailleurs, je reviens sur, j'en profite vu que M. Morel n'est pas là, sur un vote qu'on a eu au Parlement européen pour la session, lors de la session d'avril, quand on a fait en sorte qu'une partie de la politique de cohésion, justement, puisse être réorientée sur l'urgence sanitaire. Après, en Bretagne, au travers des fonds régionaux, au travers des fonds FEDER, il y a une commande de masques qui a été passée par la région Bretagne, près de masques, et la moitié des masques sont financés par de l'argent européen. Et pareil, là, il y a une commande de gel hydraulique aussi financée par la politique de cohésion. Donc, je crois que c'est aussi important de le dire. Très bien. Alors, M. Morel n'est toujours pas venu, mais on va continuer.
J'espère qu'elle va réussir à se reconnecter. On va prendre une question orale au niveau du public. Donc, à qui donnons-nous la parole, Pauline? On va donner la parole à Bernard de la Derrière. Oui, ça s'adressait peut-être davantage à Monsieur Morel, mais Madame Védrenne pourra aussi répondre sur l'économie, la mondialisation, etc. Je voulais lui demander quelle alternative à l'économie sociale de marché, qui est le credo de l'Union européenne depuis le traité de Rome en 1957, l'économie sociale de marché. Et puis, est-ce que c'est une économie qui serait administrée, comme on a connu ça avec l'Union soviétique, par exemple, ou qu'on voit encore à Cuba? Et quelle alternative à la concurrence libre et non faussée? C'est une concurrence qui serait non libre et faussée ou quoi? Et il évoque également le Venezuela, le Cuba, l'Iran. Est-ce que c'est vraiment M. Trump qui est le responsable de la situation de crise dans ces pays-là? Et pour finir, j'avais envie de dire relocalisation. Bon, c'est un thème que plusieurs partis politiques semblent prendre en ce moment. Alors, ça veut dire que chaque pays va relocaliser, que chaque pays va reproduire tous les éléments pour fabriquer des ordinateurs. Comment ça va se passer? Comment on envisage une relocalisation dans tous les domaines? Voilà. Merci pour la question, Monsieur de la Derrière. On va laisser Mme Védrenne répondre. Effectivement, j'aurais bien aimé entendre Monsieur Morel sur le sujet et justement voir quelles sont les alternatives et quelles sont les solutions selon lui. Parce que je pense que la ligne entre guillemets politique que vous défendez est plutôt proche de la mienne plutôt que celle d'Emmanuel Morel. Parce que effectivement, moi, je ne crois pas au fait qu'il faille arrêter le commerce international. Je pense que vous l'avez compris de mes propos déjà liminaires. Je pense que justement, l'enjeu, c'est au travers de la politique commerciale, défendre un modèle d'économie sociale de marché. Par contre, ne pas être, et c'est peut-être là où je peux le rejoindre, totalement sur une concurrence libre et non faussée. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut faire évoluer. Et que la politique commerciale, justement, comme je disais tout à l'heure, ça doit être un outil de régulation et qu'on doit aller plus loin. Et puis, pour répondre plus globalement, peut-être à la fin de votre question, justement sur est-ce que Trump est responsable, je pense qu'il ne faut pas se tromper. La guerre commerciale, elle a été certes renforcée avec Trump, mais le fait que les États-Unis n'assument plus leur rôle de leader sur la scène internationale et cherchent à ce que l'Union européenne soit un petit peu leur terrain de jeu, ça a été déjà présent avant et avec l'administration Obama. Donc je pense qu'il ne faut pas croire que même si Trump s'en va, tout ira bien. Ça, je crois qu'il ne faut vraiment pas être naïf sur ce sujet-là. Là aussi, sur la relocalisation, je pense qu'il faut se positionner sur la bonne échelle. Il ne s'agit pas et c'est aussi, je pense que ce que portait déjà Emmanuel Macron de longue date quand il l'a mis dans le discours de la Sorbonne, c'était déjà en 2017, c'est justement garantir une souveraineté européenne. C'est faire en sorte de développer notre autonomie à l'échelle de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est la bonne échelle pour garantir cette non-dépendance vis-à-vis d'acteurs tels que la Chine ou tels que les États-Unis. Et je pense que le problème qu'on a à l'heure actuelle, et ce qui fait que la politique commerciale peut-être ne fonctionne pas, pour moi, c'est qu'on n'a pas le duo solidarité à l'échelle de l'Union européenne. C'est-à-dire que vu qu'on est divisé, la Chine et les États-Unis continuent à nous diviser, à nous imposer des droits de douane, et on n'arrive pas, par ailleurs, dû à cette division, à imposer une réciprocité dans notre relation commerciale. Donc pour moi, ce qui doit fonder la politique commerciale, c'est l'unité européenne, la solidarité européenne pour avoir davantage de réciprocité et éviter justement ces distorsions de concurrence. La deuxième partie, c'était plutôt sur les perspectives. Qu'est-ce qu'on peut faire après la situation du Covid-19? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le commerce international réponde aussi aux exigences des citoyens? Quelle perspective pour demain suite à tous ces constats et à tous ces problèmes qu'on a soulevés? Alors, la perspective, déjà dire que à l'heure actuelle, on commence seulement les mesures en termes d'impact sur le commerce international.
pour protéger nos citoyens, il a fallu bien évidemment qu'on mette en place des mesures de confinement. Ces mesures, elles étaient nécessaires pour pouvoir se protéger et pour pouvoir éviter la propagation du virus. Ce qui a forcément un impact et des conséquences sur le volet économique et donc sur le commerce mondial. On a évoqué à plusieurs reprises le fait qu'on ait eu Phil Hogan en commission commerce international et cette semaine, il dressait le premier bilan chiffré sur le commerce international. Il a exposé le fait qu'on assiste à une baisse de 9,2% des exportations sur les biens et les services et une baisse de 8,8% des importations. Donc bien évidemment, ça a des conséquences sur l'économie et ça a des conséquences aussi sur l'emploi. L'Organisation mondiale du commerce, avec le directeur Azevedo, lui aussi a dressé les premiers bilans qui sont, comme vous l'avez dit en introduction, extrêmement négatifs. Donc, de ces conséquences négatives, il faut qu'on arrive justement à avoir, à mon sens, une véritable coopération internationale pour avoir une relance qui nous permette d'assurer un équilibre et une stabilité. Justement, si on n'arrive pas à avoir une stabilité et véritablement un commerce international qui assure une certaine pérennité, on va augmenter encore les distorsions de concurrence et on va créer davantage d'instabilité pour nos entreprises. Donc, il faut qu'on mesure bien l'impact et qu'on construise une relance fondée sur la coopération internationale. C'est pour ça que moi, il est essentiel de défendre le multilatéralisme. Mais défendre le multilatéralisme, ça ne veut pas dire défendre l'organisation mondiale telle qu'elle est, du commerce telle qu'elle est à l'heure actuelle. Parce que justement, les règles de l'organisation mondiale, elles ne sont plus adaptées au système tel qu'on le connaît, à la situation actuelle. La place de la Chine, notamment, on l'a dressé, on en a parlé lors du premier temps d'échange, c'est plus adapté. L'Organisation mondiale du commerce, pour moi, elle a un rôle capital dans le sens où elle est là pour veiller au fait que les joueurs qui sont sur le terrain, ils respectent les règles du jeu. Et à l'heure actuelle, la Chine ou les États-Unis ne respectent pas les règles du jeu, c'est-à-dire qu'ils font hors jeu, ils font des tacles par derrière, et ça, ce n'est pas possible. Et le rôle de l'OMC, c'est de mettre en place les bonnes règles et de veiller au respect de ces règles. Merci. On va passer à la question de Bénédicte. Oui, encore une question très, très concrète en tout cas, puisque donc, notre Europe Direct intervient sur les territoires ruraux. Vous avez parlé, Madame Vedren, justement des indications géographiques protégées. Elles sont évidemment bien connues pour les produits agricoles, AOP, IGP. On voit que pendant cette crise, un assouplissement, en tout cas, des critères, des cahiers des charges de ces labels ont été assouplis. Et c'est déjà un sujet de discussion assez fort entre citoyens et producteurs et commerçants sur ces labels-là. Qu'en sera-t-il de l'impact sur le commerce international? Est-ce que c'est comme, on disait que les aides d'État étaient temporairement assouplies. Là, temporairement, encore une fois, on assouplit les règles sur ces labels-là. Est-ce que ça ne va pas faire boule de neige aussi sur le commerce international, parce que ces labels sont vraiment déjà une préoccupation en temps normal quand il y a des accords de commerce international? Les règles qui sont prises à l'heure actuelle dans le cadre de la gestion de la crise, vous avez raison de le rappeler, elles sont prises, notamment donc l'assouplissement du pacte, des règles du pacte de stabilité et de croissance, l'assouplissement relatif aux aides d'État, ça a été précisé par la Commission européenne, ça sera fait de manière temporaire parce qu'il faut permettre aux États membres de pouvoir relancer leurs économies. C'est essentiel. Donc, il est nécessaire d'avoir cette temporalité-là pour pouvoir faire en sorte d'apporter les réponses qui soient à la hauteur. La Commission européenne, elle n'a pas dit, en tout cas, qu'elle annulerait l'ensemble de ces règles. Elle a été très, très claire là-dessus. Et vous avez raison de rappeler aussi que, comme je le disais tout à l'heure, les indications géographiques, qu'elles soient pour nos produits alimentaires et non alimentaires, c'est vraiment la protection de nos savoir-faire et c'est un gage de qualité. Et ça, c'est dit à chaque fois par le consommateur. Donc, au travers de ce gage de qualité, c'est énormément de discussions pendant les négociations
d'accord de libre-échange sur ce sujet. Et on a véritablement des intérêts dits offensifs à défendre ces indications géographiques pour lutter contre la contrefaçon et lutter contre l'usurpation de ces produits de qualité. Donc, la politique commerciale, elle est un outil pour protéger nos indications géographiques et faire en sorte de les exporter parce que les États tiers ont aussi, eux, voient ces indications plutôt de bon oeil. Si je prends l'exemple de l'accord avec le Vietnam qui a été conclu en janvier dernier, il y avait 134 indications géographiques qui y figuraient. Tout à l'heure, M. Morel faisait référence à l'accord qui vient d'être conclu avec le Mexique. Il y a également des indications géographiques. Mais l'enjeu, je crois qu'il ne faut pas se tromper, c'est effectivement de défendre bien nos intérêts offensifs et de faire en sorte qu'ils soient le plus nombreux, qu'il y ait de plus en plus d'indications géographiques au travers des accords commerciaux, mais de ne pas, à l'intérieur de notre marché unique, faire en sorte que justement on diminue vers le bas. Il y a un juste équilibre à trouver, c'est on continue à augmenter parce que là aussi, vous le rappelez, il y a une pression, ce n'est pas forcément le bon terme, mais il y a une envie des citoyens d'avoir des produits de qualité aussi bien dans leurs assiettes que sur d'autres sujets. Et il faut que ces produits de qualité, ces normes qu'on mette en place, on arrive à faire en sorte qu'elles soient les mêmes sur la scène internationale. Merci. Nous allons prendre des questions du chat. Oui, tout à fait. Alors déjà un petit message, du coup, Emmanuel Morel essaye de se reconnecter. On espère qu'il va pouvoir nous rejoindre en visio ou par téléphone dans un instant. On est en train d'essayer de régler le problème technique. Alors, une question autour de l'augmentation de la dette, puisque l'une des conséquences de cette crise sanitaire, ce sera la récession et l'augmentation de la dette. Donc, les banques centrales vont financer les États concernés, sauf en Europe où la BCE n'a pas le droit de financer les États. Est-ce que le risque n'est-il pas d'affaiblir l'Union européenne? Et ensuite, comment se faire une place dans un système entre les États-Unis et la Chine qui ne joue pas toujours fair play? Notre politique de concurrence sera-t-elle revue après la crise, sachant que l'Union européenne est un peu un nain politique puisqu'on a une règle de l'unanimité qui constitue un frein à toute avancée? Voilà. Alors, du coup, là, on est même bien au-delà de la politique commerciale sur les deux questions qui ont été posées. Je vais prendre du coup à l'inverse sur la politique de concurrence. Avant le Covid-19, il était déjà question de réformer la politique de concurrence, notamment, donc il y a la question des aides d'État, mais il y a aussi toutes les questions relatives aux fusions et acquisitions. C'est souvent des grands débats en France, notamment quand il y a eu le refus par la Commission européenne de voir la fusion Alstom-Siemens. Donc, mais en même temps, allez, je vais défendre la Commission européenne et Margrethe Vestager, elle ne fait qu'appliquer le règlement en vigueur. Donc, c'est pour ça qu'il faut modifier ce règlement qui détermine en gros le marché pertinent pour pouvoir autoriser ou non la fusion. Et le marché pertinent, ce n'est pas le marché européen, c'est le marché international. Parce que justement, il faut qu'on puisse faire émerger des champions européens pour pouvoir justement être à concurrence égale avec la Chine et les États-Unis. Donc la réforme de la politique de concurrence, elle est essentielle. Elle est essentielle avec la réforme de la politique commerciale et avec une vraie stratégie européenne. Parce que c'est, à mon sens, avec ce triptyque que justement, on pourra fonder une vraie souveraineté européenne et on pourra avoir une autonomie stratégique européenne. Sur la mutualisation de la dette. Alors, vous avez dû voir que sur le plan de relance, il y a des visions très différentes au sein du Conseil européen. Et que le Parlement européen s'est réuni en session, déjà à 2 reprises, mais spécifiquement ce mois-ci, pour porter, il y a 15 jours maintenant, une résolution ambitieuse, non pas pour appeler à une mutualisation des dettes passées, parce que là aussi, vous voyez, au sein du Conseil, il y a de très, très grandes divisions sur ce sujet. Mais l'enjeu pour nous, c'est véritablement, et c'est la voix du Parlement européen qui reprend justement l'ambition des citoyens, c'est de faire en sorte d'avoir un plan de relance commun pour nos investissements. Parce que ce qu'on dit aussi, et ce qu'on veut faire comprendre à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, c'est que cette crise, elle nous touche tous, et qu'il n'y a pas à avoir de distinction entre des États qui auraient été plus endettés avant ou pas. La question, elle n'est pas là. La question, c'est véritablement fonder
un plan de relance sur la notion de solidarité. Parce que là aussi, et je pense que quand même nos amis allemands ou d'autres nationalités sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'ils ont tout intérêt à ce que ce soit l'ensemble du marché intérieur, à ce que ce soit tous les États membres qui puissent justement se redresser sur le plan économique très vite et qu'on puisse avoir un plan de relance commun. Parce que si certains États membres de l'Union européenne ne peuvent pas se redresser, c'est l'entièreté du marché intérieur qui va en subir les conséquences. On va passer à la question à l'oral ou aux questions à l'oral. Moi, j'ai une question, c'est sur les autres politiques commerciales de l'Union européenne. Quel impact le Covid peut avoir, par exemple, sur le Brexit? Les négociations ont été un peu suspendues, le calendrier est très, très restreint. Donc, quelle position peut-être du Parlement européen là-dessus? Et aussi sur d'autres politiques, par exemple sur la stratégie Afrique, avec les pays africains dont nous importons beaucoup de produits dont on a besoin en Europe. Quel impact là aussi à l'avenir avec eux? Merci. Alors, le Brexit, justement, moi, je fais partie de 3 commissions. Donc, le commerce international, donc évidemment, où on parle de la future relation commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, la commission emploi et affaires sociales, et la commission pétition, qui est généralement une commission qui est identifiée de personnes. Et ce matin, j'étais rapporteur pour mon groupe sur l'avis justement de notre commission. Et l'avis a été voté à une très large majorité, donc j'en suis plutôt très satisfaite. Et dans cette commission, c'est moins sur le volet commercial, mais la position du Parlement européen, c'est véritablement de défendre l'intérêt des citoyens européens qui sont installés au Royaume-Uni et préserver leurs droits. Donc ça a été validé par le Parlement européen ce matin. Il y a eu un avis aussi de la commission pêche qui demande, et là, forcément, ça c'est très impactant pour les Normands et pour les Bretons, c'est faire en sorte de conditionner l'accès au marché intérieur pour les Britanniques à l'accès aux eaux britanniques pour nos pêcheurs. Parce que là aussi, on ne peut pas avoir le beurre, la crémière, l'argent du beurre et tout. C'est pas possible. Au bout d'un moment, les Britanniques ont voulu sortir de l'Union européenne. Très bien, on respecte cette décision, mais il faut mettre en place une relation qui soit juste et équilibrée. Donc, vous avez raison de signaler que le calendrier, il est impacté du fait de la crise du Covid-19, qu'on est dans une période de transition qui va jusqu'à la fin de l'année 2020. Et la position du Parlement européen, comme celle du négociateur Michel Barnier côté Union européenne, elle est très claire. Elle est de dire que ce n'est pas à l'Union européenne de prolonger la période de transition. C'est à au Royaume-Uni, d'assumer aussi les conséquences et c'est à eux de demander la prolongation de la période de négociation. On peut prendre, s'il y a d'autres participants, une question main levée ou si on n'a pas. Juste parce que, quand même, pour dire que bon, ça vous l'avez énormément vu dans ce qu'a défendu Michel Barnier et dans ce que défend aussi le Parlement européen, c'est-à-dire que dans la future relation commerciale, c'est la même logique qu'avec nos autres partenaires aussi, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de dumping social, fiscal à proximité de l'Union européenne. C'est important de le préciser. La troisième thématique, c'était sur les défis futurs. Effectivement, il y a un et après qui doit prendre en compte le pacte vert européen et la place du numérique, les grands défis de notre temps, comme on les appelle. Surtout au niveau du pacte vert, il y a une attente très particulière des citoyens et au niveau du numérique, il y a quand même une peur aussi de la part des citoyens, notamment des nouvelles technologies et de la 5G. On a vu tout un tas de fake news d'ailleurs sur la ville de Bruxelles qui ne voudrait plus mettre de la 5G alors que c'est pas vrai. Donc il y a vraiment cette peur-là. Comment est-ce que déjà le commerce international il doit se placer au-dessus de tout au nom de la croissance économique et comment allier le commerce international et ses défis futurs à l'avenir? Non, je crois qu'on l'a déjà dit par rapport à tous les échanges qu'on a depuis maintenant près d'une heure. C'est que le commerce international, il n'est pas au-dessus de tout. Le commerce international, bien évidemment, il a des conséquences économiques et il doit avoir des conséquences économiques positives pour tous les partenaires. On doit être dans une logique gagnant-gagnant. Mais moi, je ne suis pas dans une logique d'opposition, en tout cas
Green Deal, quoi, pacte vert versus commerce international. Je pense qu'il faut arrêter de sortir il faut vraiment sortir des logiques binaires, mondialisation versus libéraux, Green Deal égale complètement pas possible avec le commerce international. Les choses sont beaucoup plus compliquées. Et justement, on l'a démontré, c'est qu'au travers de notre politique commerciale, c'est aussi un moyen d'exporter nos normes. C'est aussi un moyen de faire en sorte que nos partenaires s'engagent dans une démarche pour respecter les enjeux du changement climatique. Quand on fait en sorte d'avoir des chapitres dits développement durable, où il y a la question de développement durable, mais où il y a aussi les questions relatives aux droits de l'homme, c'est pour vraiment qu'ils aillent plus loin dans leurs engagements. Donc l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Et vous avez raison de rappeler aussi que le pacte vert, et je vais remployer les mots de Ursula von der Leyen, ça doit être notre boussole pour la relance. Et là aussi, quand on parle de relocalisation, moi, je serais très attentive. Et quand on voit aussi l'examen des aides d'État qu'on peut avoir à l'échelle de l'Union européenne, on doit faire en sorte d'avoir un plan de relance vert. On doit encourager à une économie décarbonée, etc. etc. Donc, l'un n'est pas opposé à l'autre, bien au contraire. Et puis, pour vous répondre sur le sujet du numérique, là aussi, pour nous, pour mon groupe politique et moi, à titre personnel, bien évidemment, qu'il y a le triptyque pacte vert, il y a relance qui est basée sur le pacte vert, mais aussi sur les enjeux du numérique. Parce que vous évoquez les peurs relatives à la 5G, etc. Mais bon, on le voit bien, là, M. Morel vient d'avoir une coupure d'Internet. Il y a combien de personnes qui sont aussi privées d'Internet et qui font qu'ils peuvent être en situation de vulnérabilité. Et si on n'arrive pas justement à avoir des champions du numérique à l'échelle de l'Union européenne, si on n'arrive pas à mettre la 5G sur l'ensemble du territoire européen, c'est aussi creuser ces vulnérabilités. Donc, voilà, vigilance en fait à ne pas tomber dans des scénarios qui quand même ne correspondent pas à la réalité et aux enjeux. Monsieur Morel s'excuse d'ailleurs pour ce désagrément et donc il est prêt à répondre à vos questions après. On va prendre la question de Bénédicte pour le créant Europe Direct. Et justement, vous disiez que le numérique était crucial. Donc, c'est vrai que nos façons de travailler changent. Il y a une dépendance à la connexion, comme vous venez de l'exprimer, mais il y a une dépendance aussi au service numérique. Là, on utilise un outil. Comment l'Union européenne compte-t-elle justement se positionner sur ce marché pour éviter, pour boucler avec le thème du début, de la dépendance, justement, de la dépendance de géants numériques. Vous avez quelques exemples concrets ou des pistes concrètes? Effectivement, il faut qu'on arrive à faire émerger des géants européens sur tous les sujets, en fait, et notamment sur le sujet du numérique. Parce que si on prend les GAFA, ce sont des sociétés américaines. Donc, il faut qu'on arrive, nous aussi, à avoir ces géants européens. Il faut qu'on arrive à avoir des opérateurs européens. Mais pour ça, ça veut dire aussi réformer notre politique de concurrence. Donc, c'est là aussi où on voit tout le lien entre toutes les politiques européennes. Et il faut qu'on aille justement sur une réforme de la politique industrielle, sur une réforme de la politique de concurrence et sur une réforme de la politique commerciale pour éviter justement cette dépendance, mais sur tous les secteurs. Ça passe aussi par encourager davantage la recherche pour avoir justement des géants européens. Moi, c'est des sujets dont je parle souvent avec mes amis qui sont pour la plupart ingénieurs, qui travaillent dans différentes sociétés. Et souvent, eux, ils me parlent du règlement général sur la protection des données, comme quoi, sur certains sujets, l'Union européenne, justement, elle sait véritablement être en avant et construire des normes qui défendent à la fois les ambitions des citoyens et qui après deviennent des normes internationales. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu une question sur Facebook
parce qu'on est quand même pas mal suivi aussi sur le Facebook Live. Pourquoi le Green Deal ne prend pas en compte la question de la santé publique? Donc ça, c'est la question Facebook. Et puis, je vais prendre 2 questions du coup du chat. Et il faut dire, il y en a beaucoup. Donc, désolée si on ne peut pas les prendre toutes. Il y en a une sur l'intelligence artificielle. Est-ce que le Parlement européen saura contrôler l'intelligence artificielle pour qu'elle ne devienne pas liberticide? Et puis, une question encore sur la montée des populistes. Si l'Union européenne ne change pas profondément son logiciel, la défiance citoyenne ira crescendo. On ajoutera aux difficultés économiques et sociales une catastrophe populiste. Encore une fois, je vous invite à lever la main si vous avez envie de poser votre question pour le dernier tour à l'oral, juste après les réponses de Madame Védrenne. La question que vous avez posée sur Green Deal et santé publique ferait extrêmement plaisir à ma collègue Véronique Trier-Lenoir, qui est cancérologue de profession. Et vous savez que dans les groupes, on est classé par ordre alphabétique. Donc, il se trouve que je suis à la fois dans mes groupes et à la fois quand on est en session plénière à côté d'elle. Donc, c'est un sujet sur lequel j'échange beaucoup avec elle. Et justement, moi, elle m'a fait prendre conscience de cette situation-là, que le Green Deal ne doit pas être vécu seulement comme voilà, sur les questions énergie verte, que c'est vraiment une question de santé publique. Et je crois que la crise qu'on traverse permet à grand nombre de faire le lien entre Green Deal, Pacte vert, pardon, et santé publique. Donc là, je crois qu'on a à continuer cette perception-là chez les citoyens. Sur la question de l'intelligence artificielle, je citais tout à l'heure le règlement général sur la protection des données. Et à l'heure actuelle, on a énormément de débats aussi sur les applications type l'application française Stop Covid. Donc, l'Union européenne, elle essaye justement de concilier le progrès technologique et la défense des droits des citoyens. Donc, moi, je ne serais pas aussi inquiète comme ça a été formulé dans la question. Je crois que le Parlement européen a suffisamment, c'est son rôle dans bien des cas, c'est la balance de tous les intérêts, ne pas freiner un progrès technologique, mais de ne pas faire en sorte aussi qu'il ait des conséquences négatives. Et bien évidemment, sur la question de la montée des populistes, moi, si je me suis engagée, beaucoup d'entre vous savent que je suis pas bretonne et je viens du Limousin, et que si je me suis engagée sur les questions européennes, c'est parce que justement, je suis convaincue que l'Union européenne, ça nous a apporté la paix et que c'est pas un instrument, parce que c'est pas le bon terme, c'est un projet de vie, c'est un projet politique qui a justement pour ambition de lutter aussi contre les populistes. Mais je suis d'accord aussi que justement, il y a tellement de barrières et on assiste à un délitement progressif qui fait que les populistes sont en train de monter dans différents pays membres de l'Union européenne. Et c'est là où, à mon sens aussi, l'Union européenne, quand on voit à l'heure actuelle, dans certains membres de l'Union européenne, pas les citer, la Hongrie ou la Pologne, une remise en cause de nos valeurs, on doit être beaucoup plus ferme. Il y a du coup Bernard de la Derrière qui a une question à l'oral. On peut lui donner la parole. Oui, on parle des tonnes, des milliards de dollars et d'euros qui sont déversés en ce moment pour essayer de réparer tous les dégâts de la crise et pour envisager des investissements à venir, pour repartir sur de nouvelles bases. Est-ce que la Commission européenne, est-ce que l'Europe peut espérer qu'une partie de ces nouveaux endettements pourra se faire sur une base mutualisée? C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand il y a déjà eu la question relative à la Banque centrale européenne. En tout cas, l'ambition du Parlement européen, c'est d'avoir cette mutualisation-là. Et nous avons des chefs d'État et de gouvernement au sein du Conseil qui veulent la mutualisation. Ce n'est pas la position de tout le monde. Et c'est là où le Parlement européen doit être, c'est la voix des citoyens, et doit être cet empêcheur de tourner en rond et faire en sorte que la Commission européenne ne se focalise pas que sur les propositions et les égoïsmes nationaux qui émergent au Conseil. Oui, Madame Merkel, dans une déclaration et devant le Bundestag et ensuite devant tout le public, et moi je l'ai diffusé sur notre réseau du mouvement européen,
a déclaré très clairement que l'Allemagne, par exemple, ne pourrait pas s'en sortir toute seule et que c'était toute l'Europe qui devrait s'en sortir sur le plan économique, social, etc. Et donc, si c'est toute l'Europe qui doit s'en sortir, il faut bien qu'il y ait une solidarité et que cette solidarité doit bien passer par un endettement. C'est évident, mais je pense que monsieur, en tout cas au Parlement européen, nous on le partage. Et je pense que le gouvernement français, quand vous avez Emmanuel Macron qui sort du Conseil et qui vous dit que la relance européenne, elle doit être envisagée autour de deux mots, la solidarité et la souveraineté, c'est évident. Je pense que Madame Merkel et que l'Allemagne, on a une position qui est en train de changer, mais on a pour autant des États membres qui ne sont pas dans cette ligne-là. Donc, ce qu'on fait au Parlement européen, quand on se réunit en session, quand on se réunit en commission, comme on le fait à l'heure actuelle à distance, c'est justement pour faire bouger les lignes et faire en sorte de faire bouger les positions de certains États membres qui ne sont pas dans cette logique-là. Donc, on est dans notre rôle, et vous êtes dans votre rôle aussi en tant que citoyen, à faire en sorte d'appeler à une réponse qui soit fondée sur la solidarité. Elle a proposé carrément et je ne crois pas que c'était je crois que c'était plutôt tabou dans la politique allemande, de taxer les transactions financières, par exemple, ou même de voir sur la fiscalité qu'on mette des impôts minimum. Il y a tout un débat qui est lancé effectivement sur les ressources propres. Vous savez que donc même avant la crise, il y avait les négociations autour du cadre financier pluriannuel, et donc ces négociations sont d'autant plus importantes maintenant, et le Parlement européen a toujours plaidé pour une position beaucoup plus ambitieuse que celle des États membres et plaidé pour des ressources propres. Donc ça peut être autour d'une taxation sur les transactions financières, et si je reviens et je reboucle un petit peu sur le sujet du commerce international, c'est aussi par exemple un mécanisme d'ajustement aux frontières. Mais là aussi, quand Phil Hogan en commission commerce international nous dit que la proposition de la commission arrivera sur la table en 2021, mais moi je ne peux pas m'en satisfaire. 2021, c'est trop tard. Merci beaucoup, Bernard. Est-ce que, Madame Wedren, vous avez un dernier mot de conclusion avant que nous, on fasse une petite conclusion aussi? Déjà, je vous remercie beaucoup pour l'organisation de ce débat. On voit, la technologie n'a pas été avec nous. Je regrette de ne pas pouvoir avoir échangé avec Monsieur Morel, parce que je pense que c'est ça qui aurait été intéressant, parce que je pense qu'on partage l'ambition de vouloir faire bouger les lignes, mais peut-être pas de la même façon. Donc j'aurais bien voulu l'entendre aussi, même si j'ai déjà l'occasion de l'entendre au Parlement européen. Mais voilà, vous remercier, et surtout vous dire que, en tout cas, moi, je me tiens à la disposition aussi des Europe Direct, parce que forcément, je sais le travail que vous faites quotidien pour informer les citoyens. Et ce travail, il est capital, parce qu'à l'heure actuelle, et ça revient aussi à la question et au constat plutôt sur la montée des populistes, l'Union européenne, elle est très décriée. On a un État tel que l'Italie qui a subi la crise des dettes souveraines, qui subit la gestion de la crise migratoire, qui l'a fait face à la crise du Covid-19. Un État fondateur qui était europhile, et où on voit le sentiment anti-européen se développer. Donc vous avez tout comme les parlementaires, une responsabilité en défendant l'Union européenne. Mais défendre l'Union européenne, ça veut aussi dire, à mon sens, savoir être critique à son égard pour la réformer, justement pour répondre aux attentes des citoyens européens. Donc, merci de toutes ces initiatives et de votre travail quotidien. Merci beaucoup. Donc, merci aux participants, merci aux eurodéputés d'avoir participé, merci aux créants d'avoir été là aussi et de son soutien. Merci au bureau du Parlement européen. Merci beaucoup à tout le monde, et je vous souhaite une bonne soirée, confinée. Un petit dernier mot, Pauline, Bénédicte. Non, mais merci. C'était une première. Donc voilà, nous et les autres collègues Europe Direct, nous allons continuer. Donc bon courage à tous, et c'était une très bonne expérience. Merci.